Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter avec cet exposé le fonctionnement du système nerveux autonome, qui est cette partie non consciente du cerveau, totalement indépendante de notre volonté, qui a pourtant des fonctions vitales, puisque c'est ce système nerveux autonome qui va commander l'ensemble de nos fonctions vitales, à la fois pour les dynamiser ou au contraire pour les freiner dans leur activité. Alors, le système nerveux autonome a deux branches. La première branche est une branche qui va être en quelque sorte la pédale d'accélérateur de notre organisme. Cette branche-là, que l'on appelle la branche sympathique ou parfois orthosympathique, est toute la partie du système nerveux autonome qui va booster en quelque sorte nos fonctions vitales. C'est elle notamment qui va faciliter l'accélération de la fréquence cardiaque, qui va augmenter notre débit respiratoire par exemple. Elle va aussi intervenir sur l'ensemble de nos fonctions vitales. Elle est actionnée par deux neurotransmetteurs qui sont la noradrénaline et l'adrénaline. Et puis, en opposition à cette branche, le système nerveux a une autre branche qui va être cette fois-ci la pédale, non pas d'accélérateur, mais de frein. Donc, c'est ce qu'on appelle la branche parasympathique. Et là, c'est les commandes qui vont intervenir sur nos fonctions vitales pour freiner une activité. Alors, ça va par exemple être baisser la fréquence cardiaque, freiner le rythme respiratoire par exemple. Elle va aussi intervenir sur la digestion. C'est donc des éléments très importants qui vont intervenir dans toutes nos fonctions vitales, quelle que soit l'une ou l'autre des branches, soit pour accélérer, soit pour freiner. Alors quand nous sommes dans une situation, alors je rappelle aussi que cette branche parasympathique, elle intervient par un neurotransmetteur qui est donc l'acétylcholine. Alors, c'est important de comprendre cet élément parce que de là, on va pouvoir repérer notre niveau de fatigue. Parce que on peut avoir une fatigue consciente qui va être par exemple une contracture musculaire, une courbature, qui va être une fatigue générale, un manque de sommeil. On va avoir une appréhension qui peut être très facilement repérable. Pour autant, il est parfois important de se dire qu'il y a des fatigues sournoises qu'on ne repère pas forcément aussi facilement que ça. Et ces fatigues sournoises, si on n'y prend pas garde, on peut arriver à un état de surfatigue qu'on peut nommer chez les sportifs en surentraînement. Le surentraînement n'est d'ailleurs pas toujours lié à l'entraînement, il est en tous les cas tout le temps lié à une surfatigue d'une des branches ou parfois des deux branches de notre système nerveux autonome. Et donc, si notre système nerveux autonome est en berne, eh bien évidemment, toutes nos fonctions vitales vont l'être aussi. Et il y a fort à parier que, par exemple, pour la recherche d'une performance sportive, ce sera plutôt très largement compromis. Alors, on a un moyen de repérer cette activité du système nerveux autonome et son dynamisme en repérant la fréquence cardiaque. Et pas tout à fait que la fréquence cardiaque, mais plus exactement ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et là, je vais prendre quelques minutes pour vous exposer ce que c'est que cette variabilité de la fréquence cardiaque. Quand votre cœur bat, prenons par exemple 60 par minute, eh bien c'est pas toutes les secondes, au millième de seconde près, à chaque fois, boum, 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 une seconde, un battement. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des variations d'un battement à l'autre, d'un intervalle de battement à l'autre, il y a des variations en millisecondes. Vous voyez ici par exemple 331 millisecondes entre ces deux battements, et là 327, et là 338. Donc on a des variations, et eh bien ces variations sont complètement liées à l'activité du système nerveux autonome. En effet, notre système nerveux autonome est très sensible au stress. Il va être sensible à des stress positifs comme à des stress négatifs. Et lorsque l'on va avoir une fréquence cardiaque, eh bien, le moindre élément stressant va intervenir sur le battement cardiaque si notre système nerveux est capable de capter ce stress-là. Et plus il est dynamique, notre système nerveux, plus il va être capable de réceptionner, d'être hyper réactif au moindre stress qui arrive. Et à l'inverse, si notre système nerveux est en état de fatigue, eh bien, il va être très très peu réactif.
et par conséquent, il va quasiment se mettre en, j'allais dire, en pilote automatique et devenir avec des intervalles qui vont être très très proches les uns des autres, avec très peu de variabilité, très peu de variation d'un battement à l'autre. Par conséquent, plus les intervalles de l'un à l'autre sont variables, et bien plus ça signifie que votre système nerveux est en bon état de marche, étant dans une situation de bon dynamisme. Alors ça s'appelle donc la variabilité de la fréquence cardiaque et on peut le repérer avec des indicateurs, notamment avec les montres, certaines montres qui repèrent donc ce qu'on appelle le RMSSD, qui est donc la mesure qui va repérer la variation d'un battement à l'autre et faire une moyenne de l'écart d'un battement à l'autre. Voilà ce que l'on appelle donc la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est donc extrêmement importante et qui va permettre de repérer votre état de dynamisme du système nerveux autonome. Donc rappelez-vous bien, plus le battement est régulier de l'un à l'autre, plus vous êtes en état de fatigue, parce que peu de réaction de la part de l'organisme. Et plus à l'inverse, les battements vont être grands l'un à l'autre, ça veut dire que votre système nerveux est extrêmement réactif. Alors, voilà un schéma que je vous ai fait pour un peu récapituler tout ça. Donc, on a notre système nerveux autonome avec notre branche parasympathique qui est donc calmante, la branche sympathique qui va donc avoir l'effet d'accélérateur, les deux se conjuguant et s'harmonisant, et puis donc on a notre fréquence cardiaque, avec derrière notre variabilité de fréquence cardiaque par le RMSSD, cette valeur, et ensuite c'est donc un témoin de l'activité. Voilà pour résumer à quoi sert l'utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, maintenant, je vais venir plus en détail sur comment on va l'appréhender, comment on va l'évaluer. Déjà, c'est extrêmement important de repérer que chacun a sa propre variabilité de fréquence cardiaque médiane. Pour cela, ce n'est pas sur une valeur que vous allez pouvoir l'utiliser. Personnellement, quand je travaille avec des athlètes qui utilisent ce moyen, parce que j'utilise ce moyen notamment avec les athlètes élites qui ont des très fortes charges d'entraînement pour repérer assez rapidement leur niveau de fatigue et de récupération. Alors, ce n'est pas le seul indicateur, il y en a d'autres. Il y a évidemment le ressenti proprement parlé à chaque séance. D'autres indicateurs peuvent être utiles, mais celui-là en est un intéressant. Et chacun a donc sa propre variabilité de fréquence cardiaque. Elle va être mesurée par un indicateur. Alors, je prends un exemple. Imaginons qu'on ait un RMSSD, je dis à peu près variable, mettons de 100 en moyenne. Eh bien, par rapport à ça, on va le calculer comment? Eh bien, pendant à peu près 3-4 semaines, à raison de 3 à 4 fois par semaine, on va mesurer ces RMSSD. Et on va en déduire une valeur à peu près médiane. Et cette valeur qu'on va aller de référence, eh bien, en deux cas de figure. Soit quand je vais prendre mon RMSSD, je vais être au-dessus, eh bien c'est en général plutôt un bon signe, parce que notamment c'est un signe d'un entraînement qui augmente progressivement. Lorsque les entraînements sont de qualité et en progressivité, on constate au cours d'une saison, par exemple, une augmentation substantielle des RMSSD, parce que l'entraînement paye en quelque sorte. En revanche, si on est... Alors, il y a un cas quand même un peu particulier, je tiens à le préciser, c'est le cas du surentraînement très grave. Il y a deux types de surentraînement. Un surentraînement où c'est les deux systèmes, les deux branches parasympathiques et orthosympathiques en quelque sorte qui sont en berne. Et puis, il y a un surentraînement qui est beaucoup plus grave, qui est le cas où là, c'est le système parasympathique, le système de frein, qui en quelque sorte est bloqué, le frein est bloqué. Et là, eh bien, on peut se retrouver avec des RMSSD élevés, qui sont donc très trompeuses, et là, en général, corrélés avec une fréquence cardiaque au repos qui reste très basse. La fréquence cardiaque au repos est un indicateur qui peut effectivement avoir de l'intérêt en termes de récupération, mais parfois là aussi ça peut être très trompeur. Une fréquence cardiaque très basse, plus basse que sa fréquence cardiaque au repos moyenne, et qui reste longtemps, ça peut être un indicateur du redoutable surentraînement parasympathique, où là, c'est pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est parfois 5, 6, 7 mois, voire parfois plus pour s'en remettre. Donc c'est un cas un peu particulier, mais je tenais à vous le préciser quand même. Et puis, si on est en dessous du RMSSD,
Alors là, c'est assez facile à repérer. Très souvent, c'est lorsqu'on fait un bloc de charge. Par exemple, si on fait un bloc de forte charge de 5-6 jours, eh bien, très souvent, derrière, on a un RMSSD qui est en baisse. Donc, ça, c'est à repérer, à identifier. C'est donc pas forcément un mauvais signe si c'est calculé par le coach ou si dans votre programmation, vous avez un bloc de charge et vous repérez qu'à la fin de ce bloc de charge, c'est normal qu'il y ait une baisse du RMSSD. J'allais dire que si là, il ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment un gros bloc de charge. Par contre, il faut quand même être vigilant parce que si le RMSSD, alors qu'il n'y a pas d'élément, on va dire, objectif pour le faire baisser, continue à rester en baisse pendant quelques jours, alors là, on est dans le cas du surentraînement classique où on est dans un état de fatigue important et les deux branches, malheureusement, n'arrivent pas à se rebooster, à être dynamiques et on reste un peu en berne. Et là, par contre, eh bien, il faut évidemment lever le pied. Voilà concernant donc cette notion de RMSSD. Les montres cardio permettent de l'utiliser. Vous avez aussi des applications HRV Elite, par exemple, ce qui se télécharge sur les smartphones sans souci, avec donc une ceinture cardio, et vous allez pouvoir repérer ces fameux intervalles entre les battements cardiaques. Voilà, alors, je tenais quand même à conclure parce que ça n'est pas non plus la recette miracle par rapport à l'évaluation de son niveau de fatigue. Il y a 10 ans à peu près, lorsque cette notion est arrivée, beaucoup de coachs, moi le premier, on a pensé qu'on avait trouvé la solution miracle. Et on s'est jeté corps et biens sur cette VFC. Et puis des experts, des scientifiques, eh bien, nous ont démontré qu'il fallait être très vigilant parce que cette variabilité de la fréquence cardiaque intervient sur l'ensemble des fonctions vitales et notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la respiration. Et il y a un lien très fort entre la respiration et la variabilité de la fréquence cardiaque. Lorsque vous allez inspirer, vous allez favoriser l'entrée de l'oxygène et naturellement, l'organisme est bien fait, il va accélérer le cœur pour pouvoir faire rentrer le maximum d'oxygène. Inversement, quand on est en phase d'expiration, eh bien, l'organisme va faire en sorte de limiter à ce moment-là les entrées de dioxyde de carbone. Donc c'est important. Donc on fait rentrer de l'oxygène, mais on essaye de ne pas trop faire rentrer quand même de gaz carbonique. Et donc il y a un ralentissement du cœur à ce moment-là. C'est insignifiant, mais ça se fait à chaque battement. Léger accélération, léger ralentissement. Et si vous avez des battements cardiaques qui sont peu constants lors de votre prise de variabilité de la fréquence cardiaque, eh bien vous aurez des valeurs complètement faussées. Si votre rythme respiratoire n'est pas contrôlé de manière à peu près correcte d'un prélèvement à l'autre, eh bien vous risquez d'avoir des données faussées. Par conséquent, je vous recommande, déjà au repos, voilà, tranquillement, quand vous êtes à la maison, de repérer votre fréquence de battement cardiaque par minute. C'est important de le repérer. Et ensuite, d'essayer, pendant que vous allez faire votre test de RMSSD, de garder constant ce niveau de fréquence de battement respiratoire. Pas confondre le battement cardiaque et le rythme respiratoire. Donc, important d'avoir cette notion en tête. Voilà, écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour en quelques minutes. Évidemment, le sujet est très vaste. J'ai été j'ai conscience, une grande vulgarisation. Je m'excuse auprès de mes confrères qui vont peut-être me regarder et qui sont experts sur le sujet. Il y a énormément de bibliographies sur cette fréquence, sur cette variabilité de la fréquence cardiaque et plus largement sur ce fonctionnement du système nerveux autonome. Vous pouvez trouver des articles sur mon site, détaillés sur mon site internet enduractiv.com. Cette vidéo sera donc présente sur YouTube. Je rappelle que j'ai une chaîne où il y a à peu près environ entre 200 et 300 vidéos sur l'entraînement. Vous pouvez la consulter. Donc c'est une chaîne Enduractiv. Et puis, je vais aussi placer cela sur mon compte Instagram. À tous, très bon entraînement. Nous sommes en phase de confinement, donc ce n'est pas forcément l'idéal pour s'entraîner correctement. En tous les cas, nous sommes dans une période de fort stress avec un confinement qui est très anxiogène et qui par conséquent, le stress va fortement impacter
eh bien, le système nerveux autonome. Donc par conséquent, ce ne serait pas étonnant que ceux qui ont l'habitude, par exemple, de relever leur variabilité de fréquence cardiaque trouvent qu'en cette période de fort stress, de frustration de ne pas aller s'entraîner, eh bien finalement, soit en état de fatigue, mais cela, c'est pas dramatique, puisque là, c'est une fatigue qui est liée psychiquement à un stress et non pas à des fibres musculaires qui sont fatiguées. Voilà, bien à très bientôt et peut-être pour une prochaine vidéo. Merci.